Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous nous retrouvons pour revenir sur l'histoire de la Révolution française, de l'ouverture des États généraux par Louis XVI en 1789 au coup d'État du 18 Brumaire par Napoléon. La France reste une conquête de territoire. L'ouverture des États généraux. Tout commence le 4 mai 1789. Versailles accueille la dernière grande cérémonie d'Ancien Régime, la procession des États généraux. 1200 députés, venus de toute la France, sont rassemblés pour cette première journée. Vêtus de noir et couverts d'un manteau noir et or, les députés du tiers-État sont les plus nombreux. Le roi est lui en habit et manteau de drap d'or, entouré des grands officiers de la couronne. Il porte sur son chapeau le régent, le plus gros diamant. La reine porte une robe d'or et d'argent. La procession partie de Notre-Dame traversa la place d'Armes et arriva à l'église Saint-Louis. Le 5 mai 1789 commence la séance d'ouverture. Convoqués depuis le 5 juillet 1798, les États généraux n'ont pas été réunis depuis 1614. Une salle à colonnes a été provisoirement érigée derrière les menus plaisirs de l'avenue de Paris. Contrairement à la gravure célèbre, la salle est minuscule. Le roi, entouré de la reine et des princes du sang, est assis au fond de la salle sous un dais majestueux. Les députés siègent autour sur plusieurs rangs. Ceux du tiers-État donneront naissance le 17 juin, avec quelques-uns du clergé et de la noblesse, à la première Assemblée nationale. Louis XVI ouvre la séance par un discours dans lequel il rappelle les circonstances qui l'ont conduit à cette convocation. Les caisses du royaume sont vides. Il faut résoudre cette crise financière. Et ce qu'il attend des États généraux, en roi pacifique, il se déclare le premier ami de ses peuples. Suivent les discours de Barentin, les gardes des Sceaux, puis de Necker, le ministre des Finances, sur la situation économique du royaume. Le déficit budgétaire est de 56 millions. De nouveaux impôts suffiront, selon Louis, à le combler. Mécontent de ce piètre discours, sans ambition de réforme et conscient des attentes du pays, le tiers-État prend les choses en main. La révolution est en marche. Chapitre 2. Le 28 juin 1789, à la veille de la Révolution, c'est non loin du siège de la monarchie que s'est tenu l'acte fondateur de la démocratie française. Le 20 juin 1789, dans la salle du jeu de paume, toute proche du château de Versailles, les députés jurent de ne se séparer avant d'avoir donné à la France une constitution. Refusant de siéger par ordre, les députés du tiers-État s'allient avec quelques députés du clergé et de la noblesse et se constituent solennellement en Assemblée nationale le 17 juin 1789. Le roi tente de s'opposer à cette assemblée en faisant fermer la salle des menus plaisirs de Versailles, où elle se réunissait. Trouvant porte close le 20 juin, les députés se rendent dans une salle proche, où l'on pratiquait le jeu de paume, et ils prêtent le fameux serment du jeu de paume. Nous jurons de ne jamais nous séparer et de nous réunir partout où les circonstances l'exigeraient, jusqu'à ce que la constitution du royaume fût établie et affermie par des fondements solides. Le 7 Brumaire de l'an 2, un décret de la Convention acquiert cette salle pour la nation. Elle connaît dès lors des fortunes diverses. Chapitre 3. La prise de la Bastille, survenue le mardi 14 juillet 1789 à Paris, est l'un des événements inauguraux, majeurs et emblématiques de la Révolution française. Cette journée, durant laquelle la Bastille est prise d'assaut par des émeutiers, est considérée comme la première intervention d'ampleur du peuple parisien dans le cours de la Révolution et dans la vie politique française. Le siège et la reddition de la forteresse royale s'inscrivent dans une période de vide gouvernemental, de crise économique et de tensions politiques à la faveur de la réunion des États généraux et de leur proclamation par le tiers-État en assemblée constituante. L'agitation du peuple parisien est à son comble à la suite du renvoi de Jacques Necker, annoncé le 12 juillet par le journaliste Camille Desmoulins, et du fait de la présence de troupes mercenaires aux abords de la ville. Si son importance est relative sur le plan militaire, l'événement est sans précédent, et par ses répercussions, ses implications politiques et son retentissement symbolique, la reddition de la Bastille fit l'effet d'un séisme en France comme en Europe et jusqu'en Russie impériale.
La forteresse était défendue par une centaine d'hommes qui firent près de 100 morts parmi les assiégeants. Il y en eut 6 parmi les assiégés, dont le gouverneur Delaunay. Dès le départ, l'événement est considéré comme un tournant radical dans le cours des événements par les Parisiens et le pouvoir royal. Il marque l'effondrement de l'administration royale et provoque une révolution municipale. La capitale, puis le pays se mobilisent derrière les constituants. De plus, il est immédiatement mis en scène et célébré par ses partisans. Il revêt par la suite une charge symbolique extrêmement forte dans la culture politique républicaine. La fête de la Fédération fut organisée à la même date l'année suivante pour coïncider avec le premier anniversaire de l'événement. La date du 14 juillet fut choisie en 1880 pour célébrer la fête nationale française en souvenir de cette double commémoration. Chapitre 4. La nuit du 4 août 1789 est la réunion de l'Assemblée nationale au cours de laquelle fut votée l'abolition des privilèges du clergé et de la noblesse. Débutée mardi 4 août 1789 à 7 h du soir, elle se prolonge après minuit jusqu'à 2 h du matin. C'est un événement fondamental de la Révolution française, puisqu'au cours de la séance qui se tenait alors, l'Assemblée constituante met fin au système féodal. C'est l'abolition de tous les droits et privilèges féodaux, ainsi que tous les privilèges des classes, des provinces, des villes et des corporations. Chapitre 5. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est un texte fondamental de la Révolution française qui énonce un ensemble de droits naturels, individuels et communs, ainsi que les conditions de leur mise en œuvre. Ces derniers articles sont adoptés le 26 août 1789. Le texte a été voté article par article du 20 au 26 août 1789 par l'Assemblée constituante. Le 20 août 1789, elle en adopte le préambule et les 3 premiers articles. Le 21, les articles 4 à 6. Le 22, les articles 7 à 9. Le 23, l'article 10. Le 24, les articles 11 à 13. Le 26, les 4 derniers articles. La discussion s'interrompt le 26 août 1789 après l'adoption de l'article 17 relatif aux droits de propriété afin de laisser la place à la discussion des articles de la Constitution elle-même. Le lendemain, 27 août, la Constituante adopte la motion suivante proposée par Mouguin de Roquefort. Chapitre 6. Le 6 octobre à l'aube, Versailles est envahi par un groupe de revendicateurs. Lafayette en retard est incapable d'empêcher son invasion meurtrière. En fin de matinée, le roi et sa famille quittent Versailles pour Paris, escortés par la foule. La famille royale va désormais être installée au palais des Tuileries. L'Assemblée constituante y est appelée quelques jours plus tard. Elle siège pour la première fois dans la chapelle de l'archevêché le 19 octobre. Ces journées ont pour conséquence immédiate le déplacement du centre politique de la France de Versailles à Paris. Elles ont aussi été marquées par la ratification par le roi de la Déclaration des droits de l'homme et du principe de la Constitution. À plus long terme, elles ont contribué à consacrer une certaine volonté populaire dans la Révolution, tandis que pour d'autres commentateurs, ces journées annoncent la terreur. Quoi qu'il en soit, elles marquent un nouveau pas dans l'affaiblissement du pouvoir royal. Chapitre 7. La Constitution française du 3 septembre 1791 est la première expérience d'un régime libéral en France. Elle apparaît en période révolutionnaire et institue une monarchie constitutionnelle. Ce texte, promulgué 2 ans après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles de Constitution de 1789, est la première constitution écrite qui donne la souveraineté du roi à la nation. Les privilèges du roi, ceux de la nation que le roi exerce au nom de cette dernière. Fondée sur les principes de la souveraineté de la nation et de la répartition des pouvoirs, néanmoins fondée sur le suffrage censitaire et non sur le suffrage universel. La Constitution est l'œuvre de l'Assemblée nationale constituante issue des États généraux. Les auteurs distinguent au sein de son élaboration 3 phases successives. L'élaboration des bases de la Constitution qui débute le 6 juillet 1789 et prend fin le 1er octobre, la poursuite de l'œuvre constitutionnelle et la révision. La Constitution entre en vigueur le 14 septembre 1791 avec la prestation du serment de Louis XVI. Son entrée en vigueur met fin à la République de fait, établie à la suite de la fuite à Varennes
avec la suspension du roi. Le régime politique instauré par la Constitution n'a plus rien de commun avec la monarchie absolue dans l'Ancien Régime. Sa nature a été et reste discutée. Le débat porte sur l'intention des constituants. La Constitution est d'ordinaire présentée comme instaurant une monarchie constitutionnelle, mais des auteurs ont contesté l'emploi de monarchique pour qualifier le nouveau régime. Dans le royaume, son application est suspendue par la journée du 10 août 1792. La législative suspendue, le roi et lui substitue un conseil exécutif provisoire. La suspension devient définitive. Le 13 août, le roi et sa famille sont conduits au temple. Le 15 août, la législative charge le conseil exécutif provisoire de toutes les fonctions de la puissance exécutive. Chapitre 8. La Première République, officiellement nommée République française, est le nom donné par les historiens à la période correspondant à l'ensemble des régimes républicains de la France de septembre 1792 à mai 1804. Amenée par la Révolution française, la Première République succède à la monarchie constitutionnelle qui disparaît le 10 août 1792 avec la prise du palais des Tuileries par les sans-culottes, annonçant une nouvelle guerre d'exercice du pouvoir en Europe. Elle exerce sa souveraineté sur les territoires actuels de la France et sur toutes les provinces du Saint-Empire situées sur la rive gauche du Rhin et formant les territoires actuels de la Belgique, du Luxembourg et d'une partie de l'actuelle Allemagne. Le 21 septembre 1792, les députés de la Convention réunis pour la première fois décident à l'unanimité l'abolition de la monarchie constitutionnelle en France. Bien que la République n'ait jamais été officiellement proclamée le 22 septembre 1792, la décision est prise de dater les actes de l'an 1 de la République. Le 25 septembre 1792, la République est déclarée unie et indivisible. De 1792 à 1802, la France est en guerre avec le reste de l'Europe. Elle connaît également des conflits intérieurs avec les guerres de Vendée. La République française, avant l'Empire, passa par 3 formes de gouvernement aux régimes politiques différents. La Convention nationale entre le 21 septembre 1792 et le 26 octobre 1795 inclut la période dite de la Terreur, de 1793 à 1794. Le Directoire, fondé par la Constitution de l'an 3, il s'étend entre le 26 octobre 1795 et le 9 novembre 1799. Et le Consulat, entre le 10 novembre 1799 et le 18 mai 1804, est issu du coup d'État du 18 Brumaire par Napoléon et défini par la Constitution de l'an 8. Chapitre 9. L'exécution de Louis XVI en application du jugement de mise à mort de l'ancien roi de France et de Navarre et ancien roi des Français par décapitation prononcée par les députés de la Convention nationale à la suite de son procès, a eu lieu le 21 janvier 1793 à 10h22 à Paris sur la place de la Révolution. C'est un événement majeur de la Révolution française et plus généralement de l'histoire de France. Chapitre 10. À la suite des événements de la journée du 10 août 1792 qui marque l'attaque du palais des Tuileries par le peuple parisien, Louis XVI est démis de ses fonctions et interné à la prison du Temple avec le reste de l'ancienne famille royale. Il perd son titre de roi des Français le 21 septembre 1792 à la suite de l'abolition de la royauté et accusé de haute trahison. Louis XVI est condamné à mort à la majorité lors d'un vote à plusieurs manches, se prolongeant du 15 janvier 1793 au 20 janvier 1793 à l'issue d'un procès devant la Convention nationale. Chapitre 11. Après avoir voté la condamnation à mort de l'ancien roi, la Convention envoie une délégation annoncer le verdict à Louis XVI, retenu prisonnier à la maison du Temple. Celui-ci formule un certain nombre de requêtes, dont notamment l'octroi d'un délai supplémentaire de 3 jours avant l'exécution, proprement dite, et une dernière entrevue avec sa famille. Les députés ayant refusé de repousser la date de la mise à mort de l'ancien roi, celui-ci sera guillotiné comme convenu le lendemain. Le dernier dîner du condamné lui est servi vers 19h, après avoir eu un premier entretien avec l'abbé de Firmont vers 20h. Louis XVI reçoit, comme il l'avait demandé, l'ex-famille royale dans son appartement. Marie-Antoinette, accompagnée de sa fille Marie-Thérèse de France, dite Madame Royale, du dauphin Louis-Charles et de la sœur du roi déchu, Élisabeth de France. Vers 23h, l'ancienne famille royale se retire et Louis XVI s'entretient de nouveau avec son confesseur. Il se couche vers minuit et demi. Chapitre 12. Après une courte nuit,
Louis XVI est réveillé à 5 heures par Cléry son valet. Vers 6 heures, l'abbé Henry Essex Edgeworth de Firmont les rejoint et célèbre la dernière messe du roi déchu, servi par Cléry. Louis XVI reçoit le viatique. Sur les conseils de l'abbé, Louis XVI évite une dernière scène d'adieu avec sa famille. Le dispositif de sécurité est important, d'autant plus que dans la nuit du 20 au 21 janvier a eu lieu l'assassinat de Louis-Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, député de la Convention ayant voté la mort de l'ancien roi. À 7 heures, Louis XVI confie ses dernières volontés à l'abbé. Il transmet à Cléry son cachet aux armes de France pour son fils Louis-Charles et son alliance pour son épouse. Il conserve au doigt l'anneau du sacre. Louis XVI s'entretient une ultime fois avec son confesseur. Vers 8 heures, il est interrompu par Antoine-Joseph Santerre qui commande les gardes nationaux. Il reçoit une dernière bénédiction de l'abbé, remet son testament à l'un des officiers municipaux présents et se remet aux mains de Santerre. Chapitre 13. Le matin du 21 janvier, la température extérieure est basse. Il fait 3 degrés. Le maire de Paris, Nicolas Chambon, a obtenu que le roi déchu ne soit pas conduit dans la charrette des condamnés. Louis XVI prend place dans la voiture verte du maire, avec l'abbé et 2 personnes de la milice qui s'installent face à eux. La voiture quitte le temple vers 9 h, au son de tambours et de trompettes. Elle tourne dans la rue du Temple pour rejoindre les grands boulevards. Paris a alors 80 000 hommes en armes, occupant les carrefours, les places et postés le long des rues. Des canons sont postés à chaque endroit stratégique. Le convoi est précédé d'environ 200 gendarmes à cheval. Les Parisiens sont venus en nombre assister à l'exécution, tant sur le trajet qu'à l'emplacement de la guillotine. Dans le quartier de Bonne-Nouvelle, aux environs de la rue de Cléry, le baron de Batz, soutien de l'ancienne famille royale qui a financé la fuite de Varennes, a convoqué 300 royalistes pour tenter de faire évader le roi déchu. L'ancien roi devait être caché dans une maison appartenant au comte de Marsan, rue de Cléry. Le baron de Batz s'élance. À la suite de la dénonciation de ses compagnons, seuls quelques-uns ont pu venir. 3 sont tués, mais le baron de Batz réussit à s'échapper. Le cortège, emmené par Santerre, poursuit son trajet par les boulevards et la rue de la Révolution. Il débouche vers 10h15 sur la place de la Révolution et s'arrête au pied de l'échafaud installé entre les Champs-Élysées et le piédestal de la statue de Louis XV qui vient d'être déboulonnée et situé à 2 mètres de haut. Peint en rouge, l'échafaud est placé au milieu d'un espace vide encadré de canons et d'une troupe de fédérés. Le peuple étant tenu au loin, 20 000 hommes ont été déployés pour l'entourer. Chapitre 14. Louis XVI est accueilli par le bourreau Charles-Henri Sanson à sa descente du carrosse. Il ôte sa redingote brune et son foulard cravate. À la demande de Sanson, il ouvre le col de sa chemise. Voyant qu'on veut lui lier les mains, le roi déchu refuse. L'abbé de Firmont réussit à le convaincre. On lui lie alors les mains dans le dos pour son propre mouchoir. Un assistant de Sanson découpe son col et lui coupe les cheveux. Accompagné par des roulements de tambour, l'ancien roi, assisté de l'abbé de Firmont, monte sur l'escalier et rejoint Sanson et ses 4 assistants sur la plateforme. Louis XVI s'avance sur le bord gauche de l'estrade. Il fait signe au tambour de s'arrêter et déclare « Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » Il veut poursuivre, mais Santerre donne l'ordre de faire battre à nouveau les tambours pour couvrir sa voix. Certains auteurs mentionnent que l'ordre a été donné par d'autres protagonistes. À 10h22, le bourreau Charles-Henri Sanson actionne le couperet. Gros, un assesseur du bourreau, saisit la tête sanguinolente et la présente au peuple. Certains auteurs prétendent au contraire que la tête fut prise par Henri Sanson, le fils du bourreau. Quelques Parisiens crient « Vive la nation, vive la République, vive la liberté !» Quelques sabres d'artillerie sont tirés et certains dansent la farandole. Jacques Roux, commissaire de la commune de Paris, rédige le procès-verbal de l'exécution. Chapitre 1. Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio. Il est d'abord un militaire et homme d'État français, premier empereur des Français du 18 mai 1804 au 6 avril 1814 et du 20 mars au 20 juin 1815 sous le nom de Napoléon Ier. Napoléon Bonaparte devient en 1793 général dans les armées de la Première République française née de la Révolution, où il est notamment commandant en chef de l'armée d'Italie puis de l'armée d'Orient. Chapitre 2.
Le coup d'État du 18 Brumaire, organisé par Emmanuel Joseph Sieyès et exécuté par Napoléon Bonaparte avec l'aide décisive de son frère Lucien, marque la fin du Directoire et de la Révolution française et le début du Consulat. Si les événements déterminants se produisent le 19 Brumaire au château de Saint-Cloud, où le Conseil des 500 et le Conseil des Anciens sont réunis, c'est le 18 que la Conjuration met en place les éléments nécessaires au complot. Chapitre 3. Le Consulat est un régime politique français issu du coup d'État du 18 Brumaire, qui renverse le régime du Directoire. La Constitution de l'an 8 établit alors un régime politique autoritaire dirigé par 3 consuls et en réalité par le seul premier consul Napoléon Bonaparte, qui deviendra consul à vie en 1802. Le consulat a duré jusqu'au 18 mai 1804, date de la fin de la Première République française et la proclamation du Premier Empire. Chapitre 4. Le sacre de Napoléon Ier, la cérémonie de couronnement qui suivit la proclamation de Napoléon Bonaparte comme empereur des Français sous le titre de Napoléon Ier du 18 mai 1804. La cérémonie religieuse du sacre, officiée par le pape Pie VII, suivie de celle du couronnement, se déroula le dimanche 2 décembre 1804 à Notre-Dame de Paris. C'est le Premier Empire. Chapitre 5. Le Congrès de Vienne est une conférence des représentants diplomatiques des grandes puissances européennes qui eut lieu à Vienne du 18 septembre 1814 au 9 juin 1815. Les pays vainqueurs de Napoléon Ier ainsi que les autres États européens se réunissent pour rédiger et signer les conditions de la paix et donc déterminer les frontières et tenter d'établir un nouvel ordre pacifique. Le Congrès de Vienne permet également la discussion sur la libre circulation navale, l'abolition de la traite négrière et la mise en avant de la neutralité de la Suisse et de la neutralité de la Savoie. Chapitre 6. Après un long exil, le comte de Provence, frère de Louis XVI, rentre en France pour y régner sous le nom de Louis XVIII. Son entourage est essentiellement composé d'ultra-partisans d'un retour à la monarchie absolue. Seul le nom du régime, la Restauration, laisse croire à ce rétablissement. Le nouveau souverain est assez bon politique pour adopter un compromis, alliant le drapeau blanc des rois de France et la charte octroyée en 1814 après la première abdication de Napoléon. Cette charte est une constitution inspirée par la monarchie anglaise. Le roi dispose du pouvoir exécutif et d'une part du pouvoir législatif. Il détient l'initiative des lois et désigne les membres de la Chambre des Pairs. La seconde chambre est celle des députés, élus au suffrage censitaire. Seuls 100 000 Français payent assez d'impôts pour être électeurs. L'égalité de tous devant la loi est cependant affirmée. Enfin, le pouvoir rassure ceux qui ont acheté les biens du clergé et des nobles émigrés pendant la Révolution. Il rallie ainsi une bonne part de la bourgeoisie. Jusqu'en 1820, le roi mène une politique semi-libérale d'apaisement. À la Chambre des députés, il dispose du soutien de la majorité des députés, les constitutionnels. À droite, les ultras tentent de restaurer les privilèges de la noblesse et la grandeur de la religion catholique. Une opposition de gauche, enfin, rassemble les libéraux et les partisans de l'Empire. L'assassinat en 1820 du duc de Berry, neveu et seul héritier de Louis XVI, met fin à cette politique. Chapitre 7. La bataille de Waterloo s'est déroulée le 18 juin 1815 en Belgique, à 20 km au sud de Bruxelles, dans l'actuelle province du Brabant wallon. Cette bataille est opposée. L'armée française, dite armée du Nord, dirigée par l'empereur Napoléon Ier à l'armée des Alliés, dirigée par le duc de Wellington, est composée de Britanniques, d'Allemands et de Néerlandais, rejoints par l'armée prussienne commandée par le maréchal Blücher. Elle s'est achevée par la défaite décisive de l'armée française. Les combats n'eurent pas lieu sur le territoire de la commune de Waterloo, mais un peu plus au sud sur les territoires des communes actuelles de Laz, Braine-l'Alleud et de Genappe. Toutefois, Wellington écrivit la dépêche annonçant la victoire des coalisés depuis son quartier général situé à Waterloo, fixant ainsi ce nom à la bataille qui fut initialement appelée en France bataille de Mont-Saint-Jean, lieu affectif de l'engagement. En Allemagne, la bataille est dénommée Victoire de la Belle Alliance, du nom de l'auberge où eut lieu la rencontre entre les deux généraux en chef des coalisés à la fin de la journée. Cette bataille est la dernière à laquelle prit part personnellement Napoléon, qui venait de reprendre le pouvoir en France 3 mois plus tôt, et marque ainsi la fin de cette période des 100 jours. Napoléon dut en effet abdiquer 4 jours plus tard à son retour à Paris le 22 juin, face au manque de soutien politique.
Chapitre 8. Après s'être livré aux Anglais le 15 juillet 1815 devant l'île d'Aix, Napoléon est mené à Torbay, puis à Plymouth, sur la côte sud-ouest de l'Angleterre. Après avoir appris sur sa déportation sur l'île de Sainte-Hélène le 31 juillet, Napoléon est transféré le 7 août 1815 sur le Northumberland, qui le conduit à l'île de Sainte-Hélène après une traversée de 2 mois et 1 semaine. Un certain nombre de témoins ont raconté cette traversée, notamment Emmanuel de las Cases dans son mémorial de Sainte-Hélène et Denzil Ibbetson, commissaire anglais chargé des fournitures militaires qui a laissé un journal longtemps inédit mis en vente fin 2010. L'exil de Napoléon Ier à Sainte-Hélène se réfère aux 6 dernières années de la vie de l'empereur, déchu à la suite de la seconde abdication en 1815 au terme de 100 jours, qui se termina par sa défaite militaire pendant la bataille de Waterloo. Après être arrivé à Rochefort, Napoléon Ier a refusé d'aller aux États-Unis, malgré les propositions qui lui avaient été faites. Le gouvernement britannique avait toutefois déjà décidé de le faire prisonnier et de le déporter sur l'île de Sainte-Hélène en plein océan Atlantique pour qu'il ne puisse plus nuire au repos du monde. Il meurt le 5 mai 1821. Chapitre 9. La Deuxième République ou Seconde République est le régime républicain en France du 24 février 1848, date de la proclamation provisoire de la République à Paris, jusqu'à la proclamation de Louis-Napoléon Bonaparte comme empereur le 2 décembre 1852. Elle fait suite à la monarchie de Juillet et est remplacée par le Second Empire, amorcé jour pour jour l'année précédente par un coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. La Deuxième République se distingue par des autres régimes politiques de l'histoire de France, d'abord par sa brièveté, ensuite parce que c'est le dernier régime à avoir institué à la suite d'une révolution. C'est enfin le régime qui applique pour la première fois le suffrage universel masculin en France et abolit définitivement l'esclavage dans les colonies françaises, après une période transitoire où un gouvernement relativement unanime prend des mesures sociales demandées par la frange ouvrière des révolutionnaires. Le régime se stabilise et évince les socialistes puis se dote d'une constitution. Dès décembre 1848, la République a un président, Louis-Napoléon Bonaparte, élu pour 4 ans comme champion du Parti de l'Ordre. S'ensuivent plusieurs années de politique conservatrice, marquées notamment par la loi Fallux, qui implique plus fortement l'Église catholique dans le domaine de l'éducation, et la nette restriction du suffrage universel pour freiner le retour de la gauche incarnée par la montagne. Les conceptions sociales de Bonaparte l'éloignent du parti qui l'a amené au pouvoir, et il rassemble progressivement autour de sa personne une nouvelle sphère bonapartiste, tandis que le Parti de l'Ordre espère faire arriver à la présidence en 1852 un candidat monarchiste. Bonaparte, à qui la Constitution interdit de se représenter au terme de son mandat, fait pression pour obtenir qu'elle soit amendée, mais en vain. Il orchestre donc avec ses proches le coup d'État du 2 décembre 1851, qui lui permet par la suite d'instaurer un régime autoritaire approuvé par le peuple par le biais d'un plébiscite. L'année suivante, Bonaparte reçoit la dignité impériale, mettant fin au régime au profit du Second Empire. Le souvenir de la fin, agitée dans la Deuxième République, marque durablement la classe politique française qui refusera pendant plus de 100 ans que le président de la République puisse à nouveau être élu au suffrage universel. Le Second Empire est le système constitutionnel et politique instauré en France le 2 décembre 1852 lorsque Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République française, devient le souverain Napoléon III, empereur des Français, un an jour pour jour après son coup d'État du 2 décembre 1851. Ce régime politique succède à la Deuxième République et précède la Troisième République. Depuis l'histoire de la France contemporaine d'Ernest Lavis, le Second Empire est analysé en 2 périodes par les historiens. La première, qualifiée d'empire autoritaire qui s'étend globalement de 1852 à 1860, s'oppose à la seconde, dite de l'empire libéral, s'étend globalement de 1860 à 1870. Le Second Empire se termine le 14 septembre 1870 à la suite de la défaite de Sedan lors de la guerre contre la Prusse, puissance montante en Europe dirigée par le chancelier Otto von Bismarck. Chapitre 11. Les lois Jules Ferry sont une partie de lois sur l'école primaire en France, votées en 1881-1882 sous la Troisième République, qui rendent l'école gratuite, l'instruction primaire obligatoire et participent à laïciser l'enseignement public. Elles sont associées au nom de Jules Ferry, dirigeant politique républicain du début de la Troisième République, qui a notamment exercé la fonction de ministre de l'Instruction publique 2 fois entre 1879
et 1883. Plus généralement, l'expression loi Jules Ferry peut désigner un ensemble plus vaste de textes réformant l'enseignement en France entre 1879 et 1886 à l'initiative de Jules Ferry. Cet ensemble inclut, outre les 2 lois précédentes relatives à l'école primaire, objet de cet article, des lois relatives à la formation des professeurs, à l'enseignement secondaire et supérieur ou au fonctionnement de commissions administratives compétentes en matière d'enseignement. La loi Goblet du 30 octobre 1886 parachève les lois Jules Ferry en confiant à un personnel exclusivement laïque l'enseignement dans les écoles publiques, remplaçant les instituteurs congrégationnistes. Elle est parfois également rattachée à ces lois. Les lois Ferry redéfinissent en profondeur le droit de l'éducation en France et modifient les lois Falloux du 15 mars 1850 qui régissaient jusque-là cette manière. Chapitre 12. La Troisième République est le régime républicain en vigueur en France de septembre 1870 à juillet 1940, soit pendant presque 70 ans. Le premier à s'imposer en France dans la durée depuis 1789. En effet, la France a expérimenté en 80 ans 7 régimes politiques, 3 monarchies constitutionnelles, 2 républiques et 2 empires. Ces difficultés contribuent à expliquer les hésitations de l'Assemblée nationale qui met 9 ans, de 1870 à 1879, pour renoncer à la royauté et proposer une 3e constitution républicaine. Formant une constitution de compromis, les lois constitutionnelles de 1875 établissent une république parlementaire de type bicaméral, marquée par le renversement en 1851 de la République par son premier président élu. Les républicains n'accordent dans la pratique du chef de l'État qu'un rôle représentatif. La Troisième République constitue ce que Philippe Nord a appelé le moment républicain, c'est-à-dire une période marquée par une forte identité démocratique que les grandes lois sur l'instruction, la laïcité, les droits de grève, d'association et de réunion illustrent. La Troisième République est aussi une époque où la vie des Français est passionnément politique, autant que la vie d'un peuple peut l'être dans une période non révolutionnaire. C'est ce que Vincent de Clercq qualifie de naissance de l'idée de la France comme nation politique. Les débats passionnés provoqués par l'affaire Dreyfus précédant l'arrivée au pouvoir des radicaux qui procèdent à la séparation des églises et de l'État et l'instauration de l'impôt sur le revenu. La Troisième République est aussi une période marquée par toute une série de réformes sociales auxquelles la société aspirait, notamment par l'adoption d'une législation plus favorable pour les salariés lors de la brève expérience du Front populaire. Il est à ce jour le régime républicain ayant survécu le plus longtemps en France, après l'échec des premières et deuxième républiques qui n'avaient duré respectivement que 12 et 4 ans. Née dans la défaite, la Troisième République évolue de sa proclamation à sa chute dans un contexte de confrontation avec l'Allemagne. Le 10 juillet 1940, face à la progression allemande, l'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs constituants à Philippe Pétain. Le lendemain, le 11, Pétain se nomme lui-même chef de l'État français, mettant de facto un terme à la Troisième République. Vivre, libre ou mourir, telle est la devise de la Troisième République. Chapitre 13. L'affaire Dreyfus est une affaire d'État devenue par la suite un conflit social et politique majeur de la Troisième République, survenu en France à la fin du XIXe siècle, au cours de l'accusation de trahison faite au capitaine Alfred Dreyfus, qui est finalement innocenté. Elle bouleverse la société française pendant 12 ans, de 1894 à 1906, la divisant profondément et durablement en 2 camps opposés, les Dreyfusards, partisans de l'innocence de Dreyfus, et les anti-Dreyfusards, partisans de sa culpabilité. La condamnation fin 1994 du capitaine Dreyfus pour avoir prétendument livré des documents secrets français à l'Empire allemand est une erreur, voire un complot judiciaire sur fond d'espionnage, dans un contexte social particulièrement propice à l'antisémitisme et à la haine de l'Allemagne après son annexion de l'Alsace-Lorraine en 1871. L'affaire rencontre au départ un écho limité avant qu'en 1898, l'acquittement du véritable coupable de la publication d'un pamphlet Dreyfusard par Émile Zola, J'accuse, ne provoque une succession de crises politiques et sociales. À son paroxysme en 1899, l'affaire révèle les clivages de la France de la Troisième République, où l'opposition entre les camps Dreyfusards et anti-Dreyfusards suscite de très violentes polémiques nationalistes et antisémitistes
diffusée par une presse influente. Elle s'achève en 1906 par un arrêt de la Cour de cassation qui innocente et réhabilite définitivement Dreyfus. Cette affaire est souvent considérée comme le symbole moderne et universel de l'iniquité au nom de la raison d'État, et reste l'un des exemples les plus marquants d'une erreur judiciaire difficilement réparée, avec un rôle majeur joué par la presse et l'opinion publique. Chapitre 14. La loi concernant la séparation des églises et de l'État est une loi française codifiant la laïcité. Adoptée le 9 décembre 1905 à l'initiative du député républicain socialiste Aristide Briand, elle est l'un des actes fondateurs de la sécularisation de l'État, concluant un affrontement violent qui a opposé deux conceptions sur la place des églises dans la société française pendant presque 20 ans. Elle abroge le régime du concordat de 1801, qui est cependant resté en vigueur en Alsace-Moselle, pour des raisons historiques. Elle fut complétée en 1924 par l'autorisation des associations diocésaines qui permit de régulariser, 18 ans plus tard, la situation du culte catholique. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, je vous invite à liker, abonnez-vous, partagez, et on se retrouvera sûrement plus tard pour un deuxième petit film sur la Première et Seconde Guerre mondiale.